Bonjour à tous, on va prendre la suite du texte de Gampopa. On va réciter le refuge, développer la bodhicitta. En le Bouddha, le Dharma et la sublime communauté, je trouve refuge jusqu'à l'éveil. Par ma pratique du don et des autres paramitas, puissais-je réaliser l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. En le Bouddha, le Dharma et la sublime communauté, je trouve refuge jusqu'à l'éveil. Par ma pratique du don et des autres paramitas, puissais-je réaliser l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. En le Bouddha, le Dharma et la sublime communauté, je trouve refuge jusqu'à l'éveil. Par ma pratique du don et des autres paramitas, puissais-je réaliser l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Alors nous sommes dans les 10 choses auxquelles il faut s'en remettre. Nous avons vu d'abord qu'il faut s'en remettre à un saint lama réalisé doté de compassion, qu'il faut s'en remettre à un lieu de retraite solitaire agréable et clair, qu'il faut s'en remettre à des compagnons dignes de confiance avec lesquels on s'accorde en pensée et en action, gardant à l'esprit les inconvénients des objets nécessaires à notre subsistance, il faut s'en remettre à la modération. Et maintenant, nous voyons qu'il faut s'en remettre sans parti pris aux instructions libératrices transmises par les lignées d'êtres accomplis. Il faut s'en remettre sans parti pris aux instructions libératrices transmises par les lignées d'êtres accomplis. Toutes les instructions que nous recevons dans le Dharma, ce sont des instructions qui sont issues de l'expérience des maîtres de la lignée qui remonte jusqu'au Bouddha Shakyamuni. Les instructions, les commentaires de texte peuvent être adaptés, et ils sont adaptés en général, à l'époque dans laquelle nous sommes, adaptés aussi à notre culture, adaptés par rapport à qui ils sont transmis. Mais les instructions de pratique, si elles sont transmises encore aujourd'hui de telle ou telle façon, c'est parce qu'elles ont donné comme fruit la transformation de l'esprit. Il y a dans un prélude je crois que c'est dans la préface au commentaire des Nundro, le flambeau de la certitude. Il y a une question qui est posée à l'ancien Kalo Rinpoche. Est-ce qu'il y a une... comment dire? Est-ce que le Dharma est différent, va être différent en Occident par rapport aux Tibétains? Kalo Rinpoche répondait que l'esprit est le même, qu'il soit asiatique, occidental, africain, etc. L'esprit est le même et que la méthode pour transformer l'esprit, ça va être la même si cette méthode va être adaptée aux différents êtres à qui la méthode va s'adresser. Hein. Mais quand on demande des instructions à notre maître, il faut les appliquer parce que nous avons confiance dans ce maître-là. Et nous les appliquons, nous les suivons, et si rien ne se passe, alors on retourne voir le maître et on lui dit ces instructions, il y a quelque chose qui ne va pas. Peut-être que je les applique pas de façon correcte. Peut-être qu'il faut m'en donner d'autres. Ok, mais ça se discute avec le maître. Mais quand on reçoit des instructions, c'est bien de les appliquer et de voir ce qui se passe dans notre esprit. Et Gampopa dit il faut s'en remettre sans parti pris aux instructions libératrices transmises par les lignées d'êtres accomplis. Comment, à notre niveau, nous pouvons émettre des doutes sur des instructions alors que nous n'en avons pas fait l'expérience? C'est un petit peu comme si on allait chez un médecin et qu'on lui dit non, ce que vous me prescrivez là, non, j'ai des doutes sur tel ou tel médicament. Voilà. Qu'est-ce qu'on en sait puisque nous ne sommes pas médecins, quoi. Hein? Donc, non, c'est appliquer le traitement comme appliquer les instructions et puis voir ce qui se passe
dans notre esprit. Ça demande donc une confiance. Et cette confiance, elle va se, se fortifier à partir du moment où ces instructions eh bien, vont vraiment modifier notre esprit. Il faut se rappeler aussi que ces instructions-là, ce n'est pas notre maître qui les a inventées. Ce sont des instructions qui, dans la lignée, ont été transmises et elles ont continué d'être transmises parce que, eh bien, elles transformaient l'esprit de quelqu'un qui était sur la voie, quoi. Il faut s'en remettre aux ingrédients, médecine, mantra et autres facteurs profonds utiles aux autres et à nous-mêmes. Alors ça peut nous paraître un petit peu étrange pour nous occidentaux, mais vous savez que en Asie, les Tibétains, mais pas seulement les Tibétains, mais en tout cas en ce qui nous concerne les Tibétains, eh bien leur pratique est très liée à l'astrologie tibétaine. Il y a des dates propices, il y a des dates néfastes, il y a des choses à faire lors de la pleine lune, lors de la nouvelle lune. On va beaucoup tenir compte du cycle de la lune. Il y a, comment dire, il y a aussi je trouve pas le mot. Il y a des choses que l'on va faire en tenant compte de l'environnement dans lequel on se trouve. Hein. On ne va pas s'installer dans une maison sans voir si les esprits élémentaux, si les esprits du lieu eh bien, sont d'accord ou en désaccord avec notre installation. Il y a le feng shui, il y a du feng shui tibétain aussi qui existe. Il y a des endroits qui sont plutôt favorables, d'autres endroits eh bien, qui ne sont pas du tout. Donc on va tenir un petit peu compte de tout ça. En Occident, on ne tient pas compte de ça. On devrait peut-être davantage en tenir compte. Mais des conditions externes pour que notre pratique eh bien, se déroule sous de meilleurs auspices, quoi. Alors, voilà, il faut s'en remettre aux ingrédients, aux médecines. Hein, il y a dans la médecine tibétaine, eh bien, il y a des mantras à réciter. Ce n'est pas seulement des potions à prendre, mais il y a aussi une attitude intérieure à développer qui peut être favorable au rétablissement par rapport à une maladie. Hein. Il y a les mantras et autres facteurs profonds utiles aux autres et à nous-mêmes. Les facteurs profonds, il y a une note, les facteurs profonds en question sont des prescriptions qui peuvent paraître dénuées de sens à un observateur superficiel, mais dont l'observance est essentielle à la réussite de certaines entreprises. Entrent dans cette catégorie les dates propices, les paroles à ne pas prononcer en certaines occasions, les présages, etc. Voilà. Alors, tout ça, c'est encore, on en tient compte encore chez les Tibétains, quoi. Hein, je me souviens qu'un lama était allé dans un lieu où on devait passer du temps en retraite et il s'était assis à certains endroits à l'extérieur en disant « Là, tu peux méditer en t'asseyant ici, c'est propice, c'est favorable. Tel autre endroit, évite de t'asseoir là. » Bon, ça peut rejoindre aussi des pratiques sur la géobiologie. Voilà. Je ne connais rien de tout ça, mais je sais que ça existe en Occident aussi. Hein. Le réseau Hartmann, on dit là où les chiens se dorment, eh bien, c'est très favorable pour l'humain. Là où les chats dorment, c'est très défavorable pour l'humain. Parce que les chats aiment, paraît-il, dormir sur une intersection du réseau Hartmann. Voilà. Bref. Il faut s'en remettre aux nourritures et modes de vie qui conviennent à notre santé. Voilà. Alors ça, c'est important aussi. Hein. Il ne s'agit pas de jouer au yogi fou qui mange 3 grains de riz et qui... voilà.
Non, il faut que notre corps soit en bonne santé et si on a besoin de tel ou tel élément dans notre nourriture pour qu'il soit en bonne santé, il ne faut pas hésiter à prendre cette nourriture. Hein. Donc tout ça, ça fait partie des conditions favorables pour que notre retraite, notre pratique, eh bien, elle se passe bien, quoi. Elle se développe au mieux. Hein. Je me souviens, vous savez que dans les retraites traditionnelles tibétaines, au départ, il n'y avait pas de chauffage. Au Tibet, il n'y a pas de chauffage. Alors en Occident, tout de suite, il n'y a pas de chauffage. On fait pareil, quoi. Donc le premier hiver, pas de chauffage. En plein Morvan, c'était un peu dur. Alors on était tous dans nos caisses, calfeutrés, avec des couettes par-dessus nous, avec la moindre interstice qui était bouché tout de suite, parce que sinon il y avait un courant d'air froid qui rentrait. On n'a jamais fait autant d'offrandes de bougies dans notre cellule, parce que vous mettez 3 bougies, tout de suite ça monte de 1 ou 2 degrés la température. Donc chacun faisait beaucoup d'offrandes de bougies. En fait, c'était simplement parce qu'on se caillait et que c'était plus confortable avec quelques bougies. Alors, vous voyez la motivation pour faire des offrandes. Et puis le deuxième hiver, j'ai commencé par une angine. Alors je grelottais, j'avais 38, 39 de fièvre, je grelottais, et franchement je ne pouvais plus pratiquer, quoi. Alors j'ai appelé le maître de retraite, le Drupen, et quand le maître de retraite est venu, il m'a dit « Mais attends, t'es ici pour pratiquer? Si t'as froid et que le froid ne te permet pas de pratiquer, en plus t'es malade, t'as qu'une solution, c'est de mettre du chauffage. » Voilà. L'intelligence basique, quoi, très terre à terre. Bah oui, si tu as froid et que tu ne peux pas méditer, il n'y a plus besoin d'être en retraite, parce qu'en retraite, tu es là pour méditer. Si c'est le froid qui t'empêche de méditer, chauffe. Ne chauffe pas trop, mais chauffe de façon à ce que ton esprit retrouve une certaine aise à la pratique. Voilà. Pareil pour la nourriture. Il ne faut pas jouer au yogi qui endure les conditions pour se la jouer à la Milarepa ou au grand yogi dans une grotte au fin fond de l'Himalaya, quoi. Il faut s'en remettre aux enseignements et à la conduite qui favorisent notre expérience de la méditation. Ouais. Il faut s'en remettre aux enseignements et à la conduite qui favorisent notre expérience de la méditation. Qu'est-ce qui m'est favorable dans ma pratique? Quelles sont les choses qui me sont favorables dans l'évolution de ma pratique? On doit avoir ce regard, cette compréhension. Si tout se passe bien dans ma pratique, qu'est-ce qui fait que tout se passe bien? Il y a des éléments dont je suis séparé, il y a des éléments dont j'ai besoin et qui me sont favorables pour ma pratique. Tout ça, je dois en tenir compte. C'est-à-dire, je dois prendre soin de moi, je dois prendre soin de mon esprit pour que ma pratique se développe de façon normale, positive. Hein. Je vais éviter certaines situations. Je vais éviter de laisser courir mes pensées à droite et à gauche, parce que ça va perturber, je sais que ça va perturber ma pratique et peut-être les petites expériences de calme que je peux avoir dans ma pratique. Tout ça, je dois préserver ça. Je dois vraiment m'en remettre à toutes ces instructions qui me sont favorables pour ma pratique. Donc il faut être lucide. Il faut observer notre esprit, comment notre esprit se développe, quelles sont ses réactions, et qu'est-ce qui lui est favorable. Et si ça lui est favorable, eh bien, je m'en remets à ça, de façon à ce que mon esprit reste dans cet état d'esprit, justement, favorable à la pratique. En d'autres termes, on considère que notre pratique, eh bien, c'est quelque chose de précieux et on doit en prendre soin. On ne doit pas faire n'importe quoi
avec notre pratique. Et cette conduite-là, eh bien, elle doit favoriser notre expérience de la méditation. On vise l'expérience, on vise à goûter ce que la pratique doit faire naître comme expérience dans notre esprit. Il faut s'en remettre à des disciples qualifiés, confiants et respectueux. Bon, ça c'est pour plus tard ça. Mais il faut s'en remettre à des disciples qualifiés, confiants et respectueux. Alors ça c'est clair que si vous enseignez et que vous avez dans votre sangha des personnes qui n'en ont rien à secouer de ce que vous dites, qui n'en ont rien à secouer de l'individu que vous êtes et qui n'ont aucune confiance, qu'est-ce que vous voulez leur apporter en leur enseignant le Dharma? Donc ça, c'est un point aussi important. C'est il faut qu'il y ait une confiance mutuelle entre le lama et la personne qui le suit. C'est indispensable. Si vous n'avez pas confiance dans l'élève qui suit vos enseignements, qu'est-ce que vous pouvez lui apporter? Et de même, l'élève doit avoir confiance en vous. Donc, c'est à prendre en compte, ça. Il faut s'en remettre à des disciples qualifiés, confiants et respectueux. Qualifiés, ça veut dire quoi? Qui ont la motivation. C'est quelqu'un qui doit avoir la motivation et qui doit avoir l'énergie aussi. Et l'énergie, ça suppose eh bien, quelqu'un qui, pour cette énergie-là, est capable de laisser tomber certaines choses pour pouvoir mettre en pratique vraiment le Dharma. Si c'est quelqu'un qui aime le Dharma, mais qui ne pratique pas, vous ne pouvez pas lui apporter grand-chose. Il y a beaucoup de sympathisants, il y a beaucoup de personnes qui aiment le Dharma. Il y a beaucoup moins de personnes qui le pratiquent. Parce que pratiquer le Dharma, ça veut dire remettre en question certaines attitudes, certains comportements dans notre façon de vivre. Et ce n'est pas toujours facile de laisser tomber tel comportement, telle attitude. Mais c'est quelqu'un qui doit être qualifié, c'est-à-dire qui doit avoir cette possibilité de se remettre en question parce que la personne veut vraiment pratiquer le Dharma. Elle doit être confiante et respectueuse. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure dans la vidéo précédente concernant Mögu. C'est l'aspiration et le respect. Il faut s'en remettre durant les 4 périodes de notre activité à une vigilance et à une présence d'esprit continuelle. Alors, quelles sont les 4 périodes de notre activité? C'est demeurer à un même endroit, c'est se déplacer, c'est manger et dormir. Donc on est toujours dans l'une de ces 4 activités. Soit on demeure à un même endroit, soit on se déplace, soit on mange, soit on dort. D'accord? Eh bien, pendant ces 4 activités, c'est-à-dire pendant 24 heures sur 24, puisque même pendant qu'on dort, même quand on dort, eh bien, il faut s'en remettre à une vigilance, à une présence d'esprit continuelle. C'est-à-dire que cette vigilance qu'on développe dans la pratique de Shinê notamment, dans le calme mental, cette vigilance, elle doit toujours être présente. Au début, ça va demander un gros effort de la maintenir présente. Plus on avance dans la pratique, plus cette vigilance, elle se met en place de façon naturelle et elle demeure de façon naturelle. Mais il ne faut jamais lâcher cette vigilance. Précédemment, Kalon Rinpoche, quand on avait pris les vœux, nous avait dit quand vous avez une petite expérience de méditation, si vous relâchez la vigilance à ce moment-là, tout s'écroule. Vous devez tout reprendre à zéro. C'est-à-dire que, et on a tous fait l'expérience, que quelquefois, en vacances par exemple, on est beaucoup moins assis sur notre coussin, on est beaucoup moins vigilant, on se laisse un peu aller, et on a tous fait l'expérience qu'après quelques jours, la vigilance est nettement moins présente, quoi.
et on retrouve nos bonnes tendances, nos bonnes petites empreintes mondaines, quoi. Hein. Ça, c'est un manque de vigilance. C'est pas un manque de vigilance. La vigilance, c'est pas une contrainte, c'est pas une tension. Hein. C'est une attention. C'est un état d'attention qui doit être là tout le temps, tout le temps. Qu'est-ce qui se passe dans mon esprit? Est-ce que je suis conscient de ce qui se passe dans mon esprit? Est-ce que je suis conscient de mes réactions? Est-ce que je suis conscient des phénomènes qui apparaissent et qui s'élèvent, qui se manifestent dans mon esprit? Voilà. Ce n'est pas quelque chose qui est une tension. Hein. Je prends souvent cet exemple. La vigilance, c'est la vigilance qu'on développe quand on conduit une voiture. On est vigilant constamment quand on conduit une voiture. Et ce n'est pas une tension. Et bien c'est un peu comme ça dans l'esprit. Pas plus que ça. Mais il faut ça. C'est le minimum à avoir. Voilà, ça c'était donc les 10 choses auxquelles il faut s'en remettre. Alors maintenant, Gampopa développe les 10 choses à rejeter. Alors ça c'est intéressant parce qu'il y a des choses à rejeter, eh bien c'est de notre responsabilité de pratiquant de rejeter certaines choses. La première des choses à rejeter, c'est rejeter le maître spirituel qui, dans quelque action que ce soit, manifeste l'influence des 8 caractéristiques profanes. C'est ce qu'on appelle les 8 caractéristiques mondaines aussi. Il faut rejeter ce maître-là. Et Gampopa est très clair. Et il y a tellement eu de problèmes de disciples, on va dire, qui n'ont pas su rejeter le maître qui les entraînait eh bien, dans des attitudes, dans des actes tout à fait contraires au Dharma. Donc il faut rejeter le maître spirituel qui, dans quelque action que ce soit, manifeste l'influence des 8 caractéristiques profanes. Quelles sont ces 8 caractéristiques profanes? C'est le fait d'être sensible au gain et à la perte. C'est-à-dire que si vous en faites toute une histoire parce que vous avez gagné quelque chose, ou au contraire parce que vous avez perdu quelque chose, être sensible au plaisir et à la souffrance, être sensible à la louange et à la critique, et être sensible aux honneurs et à l'humiliation. Voilà. Donc ça, vous observez votre maître, et puis vous voyez s'il est sensible eh bien, à une de ces 8 caractéristiques mondaines. Si vous voyez qu'il est vraiment sensible à ça et qu'il agit pour cela ou pour éviter telle chose, il ne faut pas suivre un maître pareil, quoi. Gampopa est très clair. Il dit il faut rejeter le maître spirituel qui, eh bien, dans quelque action que ce soit, est sensible à ces 8 caractéristiques mondaines. Et ça, c'est de notre responsabilité. C'est à nous de ne pas suivre un tel individu, parce que cet individu, s'il est sensible à ces caractéristiques mondaines, qu'est-ce qu'il veut nous apprendre pour la libération, quoi. Nous-mêmes, nous sommes déjà sensibles à ça. Alors on n'a pas besoin que notre maître soit sensible à ça, parce que jamais il va nous guider et nous mener à la libération de ces 8 caractéristiques mondaines, puisque lui-même est empêtré dedans. Donc, à rejeter. Ça, c'est la première chose à rejeter d'après Gampopa. La deuxième chose à rejeter, c'est les compagnons et l'entourage nuisibles à notre esprit et à notre expérience de la méditation. Donc ça, c'est très important aussi. Il faut rejeter les compagnons et l'entourage nuisible à notre esprit et à notre expérience de la méditation. C'est très clair, quoi. Le Dharma est très clair. Nous avons besoin d'un environnement favorable. On en parlait lors de la précédente vidéo. L'importance du paysage, l'importance de l'environnement en termes de nature, combien c'est important pour notre pratique. Mais on nous disait aussi, Gampopa nous disait
eh bien de s'en remettre à des compagnons de route en qui on a toute confiance et qui nous inspirent, mais il faut rejeter les compagnons qui, au contraire, ne nous inspirent pas du tout, hein, qui sont nuisibles à notre esprit et à notre expérience de la méditation. Et il y a des situations dans lesquelles nos compagnons peuvent nous entraîner et qui ne vont pas être du tout favorables à notre pratique. Et là, il faut savoir dire non, quoi. Et il faut savoir dire à ce compagnon-là, eh bien, non, moi je ne te suis pas et je ne te considère pas comme un compagnon de route si tu m'entraînes sur ces chemins-là, quoi. Je n'ai pas besoin de distraction, je n'ai pas besoin d'être dans telle ou telle situation parce que voilà, mes tendances vont se réveiller, parce que tout ça, ça montre qu'à notre niveau, mais nous avons besoin d'un contexte, d'un environnement, mais qui ne peut que nous aider. Si cet environnement, que ce soit l'environnement au niveau nature, mais aussi notre environnement en termes de compagnons de route, nous entraîne plutôt à la distraction et à des mondanités, eh bien, il ne faut pas se laisser entraîner et savoir dire non à ce genre de compagnons, quoi. Quand on sera extrêmement stable dans notre réalisation, ça n'aura plus beaucoup d'importance, puisque rien ne pourra venir ébranler notre détermination, par exemple. Mais à notre niveau, on a besoin d'être aidé par un environnement qui soit favorable, quoi. Donc voilà, tant pis si, eh bien, ma foi, ces compagnons-là, eh bien, il faut s'en séparer. Il faut rejeter les lieux et les monastères en lesquels abondent distraction ou danger. Ben, c'est bien que Gampopa le dise, hein. C'est vraiment bien qu'il nous le rappelle, quoi, hein, parce que il y a quelquefois, il y a plus de facteurs perturbateurs dans un lieu de pratique qu'à l'extérieur. Donc voilà, là encore, on a besoin de cet environnement favorable. Et si cet environnement-là, je ne veux pas citer, hein, mais j'ai eu des expériences où l'alcool coulait à flot plus qu'à l'extérieur, quoi. Il y avait toujours un anniversaire à souhaiter et on sortait les bouteilles, etc. Ce n'est pas très favorable à notre pratique. Un centre du Dharma, c'est un centre qui doit mettre en place des conditions favorables à notre pratique. Ça ne veut pas dire qu'on doit devenir rigide, blanchâtre, et puis ne plus avoir aucun plaisir. C'est pas ça, hein. Mais non, il faut qu'un monastère ou un centre du Dharma, eh bien, soit un lieu où dans lequel on vient s'inspirer pour notre pratique, par les compagnons de route, par l'activité que propose le centre, hein. Mais on doit sortir de notre séjour dans ce centre inspiré pour le Dharma, pour notre pratique, quoi. Ça, c'est très important. Il y a des centres qui sont devenus mais vraiment des grands centres de kermesse dharmique, quoi, hein, je dirais, hein. Voilà. Alors ça peut convenir à certains, mais si vous avez besoin de plus de silence, de calme, de tranquillité, un peu de solitude aussi, eh bien il y a des centres aussi qui permettent d'offrir ça, et c'est bon eh bien, de savoir ce dont on a besoin, quoi. Et alors, si ce lieu ne correspond pas à ça, il faut le rejeter, c'est-à-dire, je n'y vais plus, quoi. Hein? Il faut rejeter les moyens de subsistance en relation avec l'escroquerie ou le vol. Oui, c'est logique, hein. Quelle serait notre éthique si on mangeait et toute l'activité, on va dire, du centre était basée sur l'escroquerie ou le vol. Voilà, bon, ça paraît clair, hein. Il faut rejeter les actions nuisibles à notre esprit et à notre expérience de la méditation. Oui, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure. Toutes les actions nuisibles
qui sont en désaccord, comment il dit, qui sont nuisibles à notre esprit et à notre expérience de la méditation. Ces actions-là, on les rejette. Il y a toujours... Vous savez, c'est pour ça que le matin, c'est très important de développer ce qu'on appelle la force de l'impulsion. On voit ça dans la pratique de l'Ojong, l'entraînement de l'esprit en 7 points. Hein, la force de l'impulsion, c'est quand on se réveille, c'est de se dire, à partir de maintenant et jusqu'à l'éveil, mais plus particulièrement jusqu'à la fin de cette journée, je ne me séparerai pas des 2 aspects de la précieuse bodhicitta. Donc, les actions qui nous font oublier ou qui nous séparent de ces 2 aspects de la bodhicitta, qui sont la colonne vertébrale quand même de la pratique d'un bodhisattva, eh bien on les rejette. On les rejette. Parce que cette bodhicitta, ces 2 aspects de la bodhicitta, c'est ce qui nous est le plus précieux. C'est notre colonne vertébrale. Ça va être notre axe pour la journée. Quoi que l'on fasse, ça va être notre axe. Donc s'il y a des actions qui nous font perdre cet axe-là, eh bien il faut rejeter ces actions-là. Ne perdons pas notre axe. Ne perdons pas notre motivation. Hein? Il faut rejeter les aliments et les façons d'agir nuisibles à notre santé. Voilà. Bon, ben ça... Les aliments et les façons d'agir nuisibles à notre santé. Notre santé est importante parce que c'est elle qui permet d'avoir ce qu'on appelle cette précieuse existence humaine, de la maintenir et de lui donner tout son sens encore aujourd'hui. Si vous fumez, si vous buvez, si vous mangez des tas d'aliments qui sont malsains pour votre santé, ça altère votre santé, votre corps physique et donc votre précieuse existence humaine. Donc, et tout ça, c'est pour dire qu'il faut savoir se préserver des conditions défavorables pour notre pratique. Et Gampopa va dans des détails même. Hein. Il ne dit pas simplement un lieu solitaire, agréable, clair. Il parle aussi de la nourriture. Il parle alors, il ne donne pas de recette, hein, mais il dit tenez compte de la nourriture. Est-ce que cette nourriture, elle permet à votre organisme de rester en bonne santé? Parce qu'on a besoin d'être en bonne santé. Le jour où on est malade, la pratique, sera beaucoup plus difficile. Il faut rejeter l'attachement qui nous lie par avarice aux objets du désir. Ben oui, il y a des tas de choses auxquelles on est attaché. Hein. Et est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Est-ce qu'on a vraiment besoin de cet objet, même de cette statue, hein, je dirais, hein, de tout objet auquel on est attaché, quoi. On travaille sur l'attachement, alors sur toutes les formes d'attachement. Et on peut être attaché à son mala. Hein. Le mala qui a été béni par le Dalai Lama ou par je ne sais quel Rinpoché, ça on y tient à son mala. Hein. Sa cloche, la cloche qui a été offerte par tel Rinpoché, etc. Ben ça on y tient, quoi. Hein. Voilà. Et l'attachement, ça se niche absolument partout. On peut être attaché à une foule de choses dans notre pratique du Dharma. Notre petit hôtel, nos petites statues, nos bouquins, etc. Il y a plein de choses. Il faut être conscient de ça, quoi. Et à ce moment-là, il faut rejeter cet attachement qui nous lie par avarice aux objets du désir. Il faut rejeter les comportements légers et irréfléchis qui font perdre confiance à autrui. Ouais. Notre attitude, notre comportement en tant que pratiquant, eh bien, elle doit inspirer la confiance. Elle doit inspirer le respect, la confiance, et je dirais même l'admiration pour la pratique du Dharma. Au temps du Bouddha, hein, quand les premiers disciples du Bouddha formaient la Sangha autour de lui, hein, il est dit dans des textes, et on voit qu'il est dit que les gens, les personnes de la société d'alors, eh bien, avaient beaucoup de respect pour le maintien, la tenue,
excentricité, si vous voulez, des disciples du Bouddha. Et ça les inspirait, en fait. Eh bien, nous, c'est pareil, quoi. On doit plutôt inspirer les gens, hein, et de façon à ce qu'ils ne perdent pas confiance ou qu'ils développent, en tout cas, la confiance pour le Dharma. Hein. Prabhupada dit qu'il faut rejeter les comportements légers et irréfléchis qui font perdre confiance à autrui. Il faut rejeter les déplacements et les séjours non justifiés. Ça, j'en prends pour mon grade. Hein. Il faut rejeter les déplacements et les séjours non justifiés. Bon, on va dire qu'ils sont justifiés. Mais oui, comment dire, le tourisme, quoi. En gros, le tourisme, en quoi ça nous aide pour notre pratique du Dharma, quoi. C'est agréable, hein. C'est agréable. C'est intéressant aussi. C'est très intéressant. Voilà. Mais en quoi ça nous est vraiment utile pour le Dharma, quoi. Hein. Si vous y allez pour le Dharma, ça c'est autre chose. Hein. Si vous y allez parce que c'est important pour votre pratique, ça c'est autre chose. Je ne vois pas trop d'exemples en la matière, mais supposons que. Voilà. Mais simplement le tourisme pour le tourisme, ouais. On voit, hein, dans ce texte de Gampopa que toutes ces instructions, c'est vraiment pour que la présence du Dharma soit toujours là, quoi. Elle soit toujours forte. Hein. Il y a, pour le Losar, le dernier Losar, il y a la Matempa Gamso qui a édité un petit livret. Donc je rappelle, la Matempa Gamso, c'est ce lama qui vit en ermite en France depuis le 31 octobre 1988 et qui a édité, enfin c'est pas lui, c'est la personne qui vit avec lui qui est à l'initiative de ce livret. Et depuis 1999 jusqu'au dernier Losar, il y a tous les souhaits que nous a envoyé la Matempa Gamso, mais il y a une biographie de lui qui est faite par lui-même. Il explique son enfance, etc., en quelques pages. Hein. Et il dit que depuis tout petit, quoi, dès qu'il était petit, il y avait un monastère à côté de chez lui, d'entendre le gong, de voir les moines aller dans le temple, mais ça l'inspirait, quoi. Et il disait, mais c'est ce que je veux faire. Voilà. Et quand on voit sa vie à la Matempa, il n'a rien fait d'autre, quoi. Il n'a rien fait d'autre. C'est-à-dire qu'il n'est jamais parti en vacances, hein, puisqu'on parle des voyages qui n'ont rien à faire avec le Dharma. Il n'est jamais parti en vacances. Quand il était en vacances, il était en retraite. Il était en pratique, quoi. Ou alors il est allé au Tibet pour retrouver sa mère, qu'il n'avait pas vue depuis 47 ans, quelque chose comme ça. Voilà. Mais, je veux dire, autre chose que le Dharma, rien ne l'intéresse, quoi. Son esprit est complètement dans le Dharma, il y a du sens à pratiquer le Dharma, et son esprit est heureux quand il est dans le Dharma, quoi. Ouais, il a 80 ans, il est dans sa 80e année, là, et effectivement, c'est plus quelqu'un d'ordinaire, c'est plus quelqu'un de mondain. Mais même petit, il n'avait pas cette attirance-là. Il y avait déjà des empreintes très fortes dans son esprit, hein, pour pratiquer le Dharma. Et la pratique du Dharma, c'est sa seule occupation, quoi. Il faut rejeter l'habitude de proclamer les fautes d'autrui tout en dissimulant les siennes propres. Bon, ça fait partie de l'éthique de la parole. C'est pas toujours facile, hein, mais Gampopa nous le rappelle, hein, qu'il faut rejeter l'habitude de proclamer les fautes d'autrui. L'habitude. C'est vraiment une habitude, et quelquefois c'est une habitude très agréable. Et bien voilà, cette habitude-là, il faut la reconnaître et puis dire stop. On voit cette instruction dans d'autres pratiques comme l'Ojong notamment, hein. Et tout en dissimulant les siennes propres. Bah oui. Dans une autre tradition, il est dit, on voit la paille dans l'œil du voisin alors qu'on ne voit pas la poutre qui est dans notre propre œil, quoi, hein. Ouais.
Voilà, ça c'était donc les 10 choses à rejeter. Et maintenant, Gampopa donne des instructions sur les 11 choses à ne pas rejeter. Alors il y en a 11. Et la première des choses à ne pas rejeter, c'est la compassion. La compassion étant la racine de l'accomplissement du bien d'autrui, elle ne doit pas être rejetée. Voilà. Quand tout à l'heure je disais la bodhicitta, c'est notre colonne vertébrale, hein, eh bien voilà, la compassion doit toujours être présente. Où qu'on se trouve, quoi que l'on fasse, si l'on peut soulager, pratiquer la compassion, c'est notre devoir de bodhisattva de le faire, quoi. Si on ne peut pas le faire, si nous n'avons pas les conditions pour le faire, ok, c'est comme ça. On n'a pas les conditions. On peut le faire encore par l'esprit. On peut faire des souhaits pour la personne si, par exemple, on est dans une situation où on voit qu'une personne a besoin, eh bien, que sa souffrance soit atténuée. Si je ne peux pas le faire, je peux le faire encore par l'esprit, par la pratique de Tonglen, par exemple, hein, donner et recevoir. Mais si je peux le faire concrètement, alors je dois le faire. Et ça, c'est pas seulement pour les êtres humains, c'est pour tous les êtres, quoi, hein, pour tous les êtres vivants. Donc la compassion, c'est la racine de l'accomplissement du bien d'autrui. Mais c'est la racine aussi, je dirais, de notre propre bien. Sans la bodhicitta, il n'est pas possible de réaliser l'éveil. Dans le Mahayana, hein, cet esprit d'éveil est la condition pour réaliser notre propre libération. Donc la compassion est la racine de l'accomplissement du bien d'autrui, oui, mais c'est l'accomplissement aussi de notre propre bien. Les phénomènes étant le rayonnement de l'esprit lui-même, ils ne doivent pas être rejetés. Alors ça, on voit ça vraiment dans la pratique de l'Actong. Et notamment dans l'approche analytique de l'Actong, c'est développé, hein, les phénomènes étant le rayonnement de l'esprit même. Tout ce qui s'élève dans notre esprit, c'est notre esprit. C'est la manifestation de l'esprit. Il y a en 2016 au Portugal, Ringu Rinpoche, dans sa méditation guidée sur vraiment l'introduction à la nature de l'esprit, il y a cette instruction, il dit il y a de nombreux phénomènes qui s'élèvent dans l'esprit. 2 points, c'est la nature de l'esprit. Donc il n'y a rien à rejeter. Les phénomènes sont une manifestation de l'esprit et il n'y a pas à rejeter les phénomènes. Au début de la pratique, on a tendance à rejeter les phénomènes. Pourquoi ? Parce qu'on se laisse emporter par ces phénomènes. Nous n'avons pas la vigilance suffisamment stable pour simplement être conscient de leur présence et puis de les laisser passer. Ça, c'est tout l'apprentissage de Shiné. Shiné, le calme mental, c'est être conscient des phénomènes et les laisser passer. Quand je parle de phénomènes, c'est les pensées, c'est les sensations, mais c'est les états intérieurs de l'esprit aussi. Ça peut être l'impatience, ça peut être l'irritation, ça peut être la tristesse. Hein. Tout ça, ce sont des phénomènes et je ne me laisse pas entraîner par ces phénomènes, je les laisse passer. Si je les laisse passer, ils n'ont aucun pouvoir sur mon esprit. Je dis souvent, sous forme un peu de boutade, mais il y a une légitimité à être en colère quand la colère s'élève dans notre esprit. Si c'est une situation qui dure depuis un certain temps et qui vous met en colère, être en colère, il y a une légitimité à être en colère. C'est le fruit d'un ensemble de causes qui fait que ces causes-là, elles font naître la colère dans notre esprit. Et la colère par elle-même n'est pas dangereuse pour notre esprit. On la considère comme dangereuse, parce que la plupart du temps, quand on est en colère, on se laisse emporter par la colère. Mais si vous la laissez passer, cette colère, si dès qu'elle apparaît dans l'esprit, et que vous la laissez passer, et ça c'est le rôle de Shiné, c'est la pratique de Shiné, hein,
Chiner, ce n'est pas seulement être concentré, c'est être conscient et laisser passer. Si vous laissez passer cette colère, mais qu'est-ce qu'elle devient, la colère? Elle disparaît. Elle s'atténue et elle disparaît. Donc c'est autre chose qui est dangereux. Ce n'est pas la colère elle-même, c'est notre esprit qui saisit la colère. Et cette saisie, alors ça donne de la force à la colère et on devient colère. Oui, d'accord. Et sous l'emprise de cette colère, eh bien, on va agir de telle ou telle façon. Mais si on laisse passer les phénomènes, il n'y a aucun danger. Les phénomènes ne sont absolument pas dangereux, quels qu'ils soient. Donc, quand Gampopa dit les phénomènes étant le rayonnement de l'esprit même, ils ne doivent pas être rejetés. Si on les rejette, il y a une saisie. Et si on les rejette, ça veut dire qu'on les considère comme étant un problème, comme étant on va dire un danger. Si vous avez un très bon chiné, que ça s'élève dans l'esprit, vous laissez passer et ils disparaissent. Donc il n'y a pas à rejeter les phénomènes. Mais bien sûr, à condition d'avoir une bonne pratique de chiné. Les pensées étant le jeu de la vacuité, elles ne doivent pas être rejetées. C'est pareil, les pensées, ce sont des phénomènes qui s'élèvent au niveau de l'esprit. Alors, les pensées, pourquoi est-ce qu'on les craint? C'est parce que, d'habitude, sans cet entraînement, sans cette reconnaissance de ce qu'elles sont, eh bien, on se laisse entraîner par les pensées. Beaucoup de nos souffrances viennent des pensées. Il faut observer ça. Beaucoup de nos souffrances viennent des pensées relatives au futur, relatives au passé. Les craintes que l'on peut avoir pour le futur, de ce qui va se passer, comment ça va se passer, et j'angoisse pour ça, et ou je flippe pour telle chose parce que je crains telle chose. Mais ce n'est qu'une pensée. Ce n'est qu'une pensée. Si je m'accroche à ça, alors oui, tout le flot de facteurs perturbateurs, d'états d'esprit, eh bien, vont se mettre en place. Oui, d'accord. Mais si je laisse passer, l'esprit reste calme. Et combien on souffre par rapport à l'appréhension du futur? Regardez ce qui se passe aujourd'hui, quoi. La guerre en Ukraine, etc. Ça ne veut pas dire qu'on va devenir indifférent et qu'il faut se désintéresser de la situation. Mais en quoi ça fait avancer le schmilblick, si je puis dire, par le fait d'angoisser constamment, est-ce qu'il va y avoir une troisième guerre mondiale, ou etc. Ce ne sont que des pensées. De la même façon, nous souffrons beaucoup par rapport à des pensées liées au passé. Tout ce que nous avons vécu, si nous avons une pensée par rapport à ces situations-là, et qu'on s'agrippe à cette pensée, eh bien, de façon atténuée, mais l'état mental qui s'est élevé à ce moment-là, l'expérience mentale qui s'est élevée, eh bien, elle va se renouveler à ce moment-là. Or, la situation n'a plus du tout d'existence. Ce n'est qu'une pensée. Et donc, comme on vit en s'agrippant aux pensées du futur et du passé, et que ça entraîne donc des expériences douloureuses, on craint les pensées. Mais si nous avons un bon chiné, eh bien, les pensées sont vues comme des phénomènes, et nous avons fait l'expérience, parce qu'il faut faire l'expérience, que ces phénomènes-là, si on ne s'y agrippe pas, si on ne les saisit pas, il n'y a aucun danger. Ils ne peuvent pas, par nature, être dangereux ou venir perturber l'esprit. Ils ne perturbent pas l'esprit. Les pensées ne perturbent pas l'esprit. Si on sait les laisser passer, bien sûr. Voilà. Donc, les pensées ne sont pas à rejeter. Les pensées, comme les phénomènes, ça fait partie de la nature de l'esprit, ça fait partie de la vie de l'esprit. L'esprit aura des pensées, l'esprit a des phénomènes, l'esprit a des sensations, etc. Bien sûr que Gampopa explique les pensées étant le jeu de la vacuité. C'est-à-dire qu'il ne faut pas les rejeter quand on voit la nature de ces pensées. Donc,
Si on ne voit pas la nature de ces pensées comme étant vacuité, effectivement, on va les saisir et à ce moment-là, il y a tout l'enchaînement qui se met en place. Mais rien que par la reconnaissance de la nature de ces pensées, combien on peut être plus tranquille, plus calme, plus en paix au cours d'une journée, quoi. Ça, c'est à expérimenter, c'est vraiment à faire l'expérience. Hein. Même quand il nous arrive d'avoir des pensées relatives à une situation qui a été douloureuse. Mais il faut reconnaître que ce ne sont que des pensées. Ça demande beaucoup d'entraînement. Hein. Et ça, c'est vraiment l'Actong. Les émotions perturbatrices étant ce par quoi il est possible d'atteindre à la suprême connaissance, elles ne doivent pas être rejetées. Les émotions perturbatrices, comme la colère, la jalousie, l'orgueil, l'attachement, la paresse, etc., hein, tout ce qu'on appelle émotions perturbatrices, étant ce par quoi il est possible d'atteindre à la suprême connaissance, à condition de reconnaître la nature même de ces émotions perturbatrices. Si on ne reconnaît pas leur nature de vacuité, alors on plonge dans la colère, on plonge dans la jalousie, et puis ça entraîne les actes qui vont en découler. Hein. Mais si on reconnaît la vacuité, la sagesse, c'est-à-dire la non-existence propre de ces émotions perturbatrices, eh bien, comme je disais tout à l'heure, elles n'ont pas le pouvoir de nous déranger et d'être dangereuses. Donc pourquoi les rejeter ? Et le Vajrayana va jusqu'à les utiliser pour réaliser l'éveil. Donc c'est un tour de force, je dirais. Mais on ne peut les utiliser que si on sait reconnaître leur nature de vacuité. On ne peut pas utiliser la colère si on ne reconnaît pas la vacuité de la colère. Ça, c'est impossible. Donc ces instructions-là, elles ne sont pas pour débutants, je dirais. Hein. Il faut déjà avoir une bonne pratique de l'Actong, avoir la vue, cette certitude claire et définitive, et puis avoir une bonne pratique déjà de l'Actong. Voilà, et je vais arrêter là pour aujourd'hui, parce que je crois qu'il est l'heure. Voilà, réfléchissez à tout ce qu'on a vu dans cette heure, hein, les choses à rejeter, et on a commencé les 11 choses à ne pas rejeter. Essayez de faire en sorte que ces instructions, elles nous paraissent peut-être assez basiques, assez simples, mais essayez de les mettre en pratique dans votre vie quotidienne. Vous verrez que ce n'est pas toujours simple de les vivre. Hein. Mais ça fait partie de l'entraînement, et j'aime bien ce texte de Gampopa, parce que ce sont des instructions qui sont courtes, précises, mais qui pointent vraiment le cœur même de l'instruction. Et c'est des bons rappels pour notre pratique. Donc à bientôt. On va faire la dédicace. Par cette vertu, puissais-je promptement réaliser le Mahamudra et sans l'exclusion d'un seul, établir en cet état tous les êtres. Merci à tous.